aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très 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 intéressant, c'est sur la communication. Alors communiquer, on le sait, hein, c'est quand même la base de tout et c'est pas facile. Ça pourrait paraître très très naturel avec ses enfants et son mari finalement de communiquer, mais c'est pas si simple que ça. Alors c'est pour mettre en fait une communication respectueuse avec sa famille, ses enfants. Concrètement, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est tellement vaste, hein, mais communiquer de manière respectueuse, je pense que c'est fondé sur la bienveillance et le positif. Voilà, donc communiquer de manière bienveillante et de façon positive avec l'autre va instaurer ce fameux respect. Alors, ça va passer par deux volets, j'ai envie de dire. Le premier volet, c'est celui de l'écoute, et le second, c'est celui de la parole. Alors, ça consiste en quoi concrètement? Écouter. Écouter sincèrement, écouter vraiment. Et c'est pas toujours ce qu'on peut faire au quotidien, c'est compliqué. Écouter, ça va être se mettre à la hauteur de mon enfant, le regarder droit dans les yeux lorsqu'il me parle, pour vraiment prêter oreille. Ouais. Ne pas se faire notre liste de courses pendant qu'il est en train de nous raconter sa journée, ne pas se laisser court-circuiter par des pensées qui sont naturelles, qui sont là, mais qui viennent quand même entraver cette vraie écoute. Ça va être aussi laisser s'exprimer les ressentis de mon enfant, laisser s'exprimer ses émotions, au lieu de les nier. Je ne sais pas si ça t'arrive, Sandrine, mais par exemple, lorsque mon enfant tombe, se fait mal et qu'il va dire « Ah, j'ai mal », et je vais lui dire « Non, mais c'est bon, c'est pas grave. » Hein? Oui, non, tu connais ça? Oui, je connais ça. Tu connais ça. Ouais. Voilà, on connaît tous Bien ça, sûr. en fait. Donc, personne, vous n'êtes pas des extraterrestres. Donc, c'est vrai que le fait de ne pas reconnaître ses émotions, c'est vraiment les nier, hein, ses émotions, lorsqu'on dit bah, « Non, c'est pas grave », alors qu'il est en train de nous dire que c'est grave. Pour lui, c'est grave, en tout Bien cas. sûr. C'est légitimer ses émotions, les laisser s'exprimer, c'est aussi être à l'écoute de son enfant. Juste, Oui. je veux pas t'interrompre, mais parfois, souvent, ne dites pas que c'est pas vrai, je suis sûre que vous allez vous marrer. Tu es avec ton enfant, tu es en train de parler d'un sujet super important avec ton ami, ton conjoint, et là, il y a ton enfant, maman. Là, il faut quand même marquer aussi un petit peu comment dire, mettre ses limites en disant attends, je finis et je parle après. Il faut pas non plus, l'idée c'est pas non plus de dire ah vite mon enfant me parle, je vais l'écouter. Tout à fait. C'est très important ce que tu dis là parce que ça fait aussi partie de la communication respectueuse. Le fait de respecter son propre espace. Je suis en train de discuter. Pour le moment, je ne peux pas être disponible pour toi. Néanmoins, ajouter cette deuxième partie que tu as ajoutée, je suis disponible pour toi dans quelques minutes. Dans 5 minutes, je me consacre à toi. Ce côté sécurisant pour l'enfant qui sait qu'à un moment donné, il va être entendu. Mais je respecte mon espace. Ça, c'est très important. Merci Sandrine pour cet éclairage. Donc ça, c'est pour l'écoute. Maintenant, il y a le deuxième volet qui est celui de la parole. Ouais. Alors, ça va passer par quoi? Ça va être d'abord permettre à notre enfant d'exprimer ses opinions, ses choix. Donc, c'est un individu à part entière, notre enfant. C'est pas parce qu'il a 2 ans, 3 ans, 6 ans et que ce n'est pas un adulte qu'il n'a pas ses propres envies, qu'il n'a pas besoin d'exprimer ses propres choix. Donc c'est très important de laisser cet espace pour qu'il puisse dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il décide, etc., etc. Il y a un outil qui est, à mon avis, fondamental et qui peut être une première étape lorsqu'on se met à la parentalité positive, c'est la reformulation. Alors ça veut dire quoi? La fameuse reformulation dont on parle dans tous les courants d'éducation positive d'ailleurs. Ça va être simplement envoyer le même message que je veux envoyer, mais le faire d'une autre manière, donc reformuler autrement pour rester justement dans cette communication respectueuse. Alors ça va passer par quoi par exemple? On peut transformer les injonctions en demandes. Ça veut dire quoi? Les injonctions, ce sont finalement des ordres. Range ta chambre, brosse-toi les dents, dépêche-toi, allez, vite, allez, dépêche-toi, allez, va te laver, termine ton assiette, fais tes devoirs, etc. etc. On fait tous, hein, voilà, Sandrine, c'est ce que j'allais te demander. Ça aussi, c'est assez proche de nous et c'est pas grave, c'est quelque chose de naturel. On est tous dans le même bateau, les parents. L'idée, c'est de prendre conscience de l'effet néfaste de ces injonctions qui ne sont ni plus ni moins que des ordres et qu'on impose quelque chose à nos enfants. Donc, ces injonctions, je vais tenter de les reformuler en demande, c'est-à-dire, par exemple, va te brosser les dents. Ça peut être, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter d'avoir des caries, par exemple. D'accord, donc c'est lui amener en fait à faire une action et d'avoir un raisonnement
qui va lui permettre de dire ok, si je ne veux pas avoir de carie, il faut que je me brosse les dents. Absolument. C'est quelque chose, on leur envoie un raisonnement interne, un questionnement interne. Et ça permet aussi d'être respectueux puisqu'on parle de communication respectueuse. Donc c'est vraiment, je ne vais pas lui donner un ordre, mais je vais faire émerger chez lui un questionnement. C'est tout à fait respectueux comme démarche pour l'amener finalement à se brosser les dents puisque c'est mon objectif du moment. Par exemple, ça peut être aussi modifier, reformuler les compliments en encouragement. On en a parlé lors de notre dernier live, de ces compliments versus encouragement. Donc, par exemple, mon enfant revient à la maison avec une super note et là, je vais être dans le compliment en lui disant « Bravo mon chéri, t'as eu un A, félicitations, t'es vraiment le plus intelligent du monde. » Pareil, j'exagère un petit peu, mais cela dit presque pas, voilà. Donc, c'est un compliment. On est dans un registre externe, comme je l'expliquais, c'est-à-dire que c'est moi qui vais porter un jugement sur l'intelligence de mon fils, sur lui en fait, sur ce qu'il est. Et si je reformule en encouragement, ça va devenir par exemple, tu as rapporté une bonne note, tu peux être fier de tes progrès. Ouais. Et là, on est sur un raisonnement interne, c'est-à-dire que je le renvoie lui à ses propres progrès, à explorer un petit peu ce que ça fait d'être fier de soi, et je vais travailler, je vais transmettre finalement les compétences que je lui souhaite, à savoir l'estime de soi, la confiance en soi. Je ne vais pas féliciter ce qu'il est, mais ce qu'il a fait. Donc je ne suis pas sur une attente de résultat, mais de processus plutôt. Et c'est, à mon sens, très respectueux. Par exemple... Je rigole, vas-y. Voilà, alors il y a aussi les messages en jeu. Oui. Je, J-E, oui. Qui peuvent venir prendre la place des messages en tu, qui sont très accusateurs. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu es irresponsable de ne pas avoir fait tes devoirs, tu, qui sont très accusateurs finalement, qui sont sous couvert d'un jugement. Là où le message en jeu, je me sens mal que tu n'aies pas fait tes devoirs ou que tes devoirs ne sont pas faits, je constate que tes devoirs ne sont pas faits, ça me met mal à l'aise, ça me rend anxieux, etc., etc. On est sur quelque chose de beaucoup plus factuel et surtout qui me concerne. C'est moi qui suis comme ça, qui me sens comme ça, parce que je constate qu'il se passe ceci. Donc, on sort de l'étape du jugement et on est vraiment sur quelque chose d'interne, moi, avec moi-même, le parent. Il y a également les questions de curiosité. Donc ça, c'est un outil que la discipline positive propose, qui est tout simple en fait. C'est que tous les pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs, pourquoi tu ne te brosses pas les dents, et pourquoi tu n'as pas rangé ta chambre parce que je t'ai demandé de ranger ta chambre, et pourquoi. On assassine nos enfants de pourquoi, qui semble un pourquoi qui est une question finalement tout à fait classique, et on se demande pas forcément qu'est-ce qu'elle a comme effet sur mon enfant. Et bien ce pourquoi finalement, quand on réfléchit bien, Sandrine, on s'aperçoit que le pourquoi nécessite une justification. Pourquoi t'as pas fait ça ? Bon, qu'est-ce que je vais raconter à mon parent pour lui expliquer pourquoi j'ai pas fait ça ? Et voilà. Et finalement, je vais peut-être aussi mettre en place des espèces de stratégies pour lui mentir ou ne pas lui dire vraiment pourquoi j'ai fait ça parce que sinon ça va pas lui plaire, etc., etc. Donc on sort un petit peu d'une démarche sincère et respectueuse et on est dans quelque chose d'assez jugé, d'assez juge, pardon. Alors que les questions de curiosité qui vont donc ne plus être pourquoi, mais quoi, qu'est-ce que, est-ce que, qui, etc. On va finalement s'intéresser vraiment à ce qui s'est passé, au discours de mon enfant. Qu'est-ce que tu as fait pour... Et lui permettre de prendre du recul, du coup. Lui permettre de prendre du recul, lui permettre d'aller creuser à l'intérieur de soi, à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Aller chercher dans sa tête, dans ses pensées, mais aussi dans ses émotions, ses sentiments. Donc, ça ouvre vraiment le champ. C'est un peu le principe de la question ouverte et la question fermée, même si le pourquoi n'est pas une question fermée, mais finalement, ça enferme le dialogue. Alors que le qui, quoi, est-ce que, qu'est-ce que, etc., ça ouvre le dialogue. Et c'est, à mon sens, quelque chose de très respectueux. Donc, moralité, tous nos défauts, j'ai envie de dire, de langage éducatif, qui sont les ultimatums, les menaces, les châtiments corporels, parfois, ça arrive, je veux dire, on est des êtres humains. Et bien tout ça, j'ai envie de vous inviter à mettre tout ça à la poubelle. Hop, sac poubelle, je ferme ma clé et je jette à la benne et je ne vais plus le chercher, ce sac poubelle, qui finalement enraye un petit peu ce respect dans la communication.
Alors, il y a Patricia qui nous dit, et si malgré ces reformulations, l'enfant se braque et refuse quand même. C'est vrai que ça peut arriver, c'est pas magique. On Bien adorait sûr. des petites fées, mais ça marche pas toujours comme Alors, ça. ça marche pas toujours comme ça, et surtout, ça marche sur le long terme. C'est ça. Donc, il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire que du moment, je reste Non, convaincue. luttons. Luttons, voilà, on va prendre des panneaux, on va manifester avec Sandrine C'est ça. dans mon salon. Il se trouve que ce sont des outils qui fonctionnent, je peux vous l'affirmer. Alors non, d'ailleurs, ne me croyez pas, expérimentez et vous verrez vous-même si ça fonctionne ou pas. Mais c'est vrai que j'entends souvent des parents me dire ouais, bon, ok, j'ai fait ton truc, ça fonctionne pas. Oui, mais tu l'as fait quand? Tu l'as fait comment? Tu l'as fait combien de temps? Ouais, c'est ça, c'est C'est pas quand même- de baisser les bras. Voilà. Bah, c'est comme le C'est sport, la les filles. patience. Faut, Exactement. faut arrêter de croire qu'on va faire un exercice et puis hop là. Et puis on va perdre nos les bourrelets. fesses béton et tout. Voilà. Non, ça marche pas comme ça. Il faut être Exactement. régulier. Voilà, il faut c'est être pareil. régulier, il faut C'est être pareil. assidu et être patient aussi, parce que les effets de l'éducation positive sont des effets de long terme. Alors justement, quels vont être après les avantages qu'on va voir sur son enfant? Qu'est-ce qui va se passer sur lui en adoptant justement ces petits comportements? Alors, tout plein de choses, hein. On en retire énormément de bénéfices. Alors, le premier bénéfice, c'est d'abord l'inviter à explorer, on l'invite à explorer les conséquences de ses choix, parce que si on laisse place à cette expression de choix, d'opinion, de désir, etc., eh bien, on laisse la place donc à ce qu'il les applique, et du coup, à ses conséquences. Donc, s'il fait un choix qui n'est pas bénéfique pour lui, il va s'en apercevoir et en tirer les conséquences. Il y a la capacité à réfléchir par lui-même, qu'on lui transmet à travers ces outils-là, évidemment, ce qui n'est pas rien. On améliore considérablement la qualité de nos relations parce qu'on porte un intérêt réel et sincère à notre enfant, à son discours, à sa personne. Donc c'est pas rien quand même. C'est une sacrée valeur. C'est une sacrée valeur, tout à fait, une sacrée compétence. C'est également le fait qu'on va susciter une coopération, puisque qui dit laisser place à mon enfant, l'investir, co-construire avec lui, par exemple ce dont on parlait dans les lives précédents, c'est-à-dire les routines, c'est-à-dire le cadre de la maison, etc., etc. Ça va lui permettre, quand j'adhère, quand je construis quelque chose, je coopère en général. Je ne suis pas contre, mais je vais avec, je vais dans le sens d'eux. Il y a également le sentiment vous allez transmettre le sentiment à votre enfant d'être compris plutôt que d'être jugé, notamment à travers ces fameuses questions de curiosité. Donc le pourquoi qui est dans le jugement et le quoi, qu'est-ce, est-ce que, etc. qui va être vraiment dans je m'intéresse à toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce besoin d'être compris plutôt que d'être jugé, je pense qu'il appartient. Il ne faut pas se frustrer non plus si l'enfant ne répond pas forcément à ces questions. Alors, parce qu'il y a des enfants qui sont plus introvertis que d'autres. Tout à fait, ouais. Et s'il ne répond pas, tant pis, il ne faut pas non plus... Oui, c'est-à-dire que l'idée là, c'est vraiment de montrer mon intérêt à mon enfant. Alors, peu importe ce qu'il va me répondre finalement, c'est simplement qu'il observe que je suis réellement intéressée à lui. Et ça aussi contribue clairement à l'amélioration de notre au lien, à la qualité du lien. Et puis, ce que je dis toujours à travers nos lives, c'est que le fait d'incarner cette communication respectueuse je vais en être le modèle, je vais en être le garant et je vais transmettre à travers ce modèle cette compétence à mon enfant. C'est-à-dire que j'ai de fortes chances en tout cas de faire que mon enfant soit plus tard un adulte respectueux dans sa communication. C'est beau, on dit comme ça, c'est toujours pareil, mais on vous assure que vraiment c'est testé et approuvé. Il faut juste pratiquer régulièrement, comme on disait, comme des abdominaux ou des bons cours de fessiers. Oui, c'est un vrai exercice. Alors, tu avais donné une astuce dans une autre vidéo moi, que je trouve géniale, que je mets en application ce week-end d'ailleurs. C'est la fameuse boîte où chacun dépose un petit peu ses petites frustrations de la semaine, ses envies, ses joies, ses peines, etc. Alors, justement, laisser le choix à chacun de s'exprimer comme ça, de cette façon ou d'une autre façon, peu importe. C'est pas toujours, on a l'impression que c'est pas compatible avec le fait d'imposer des règles. C'est ça qui est compliqué aussi. Bien sûr. Il y a des choses qui ne se discutent pas. Et donc du coup, on se dit, à partir du moment où on laisse ses enfants s'exprimer, c'est aussi leur laisser cette petite passage, là, ce petit truc de souris. Ils vont se dire que je le prends à fond et je vais me rebeller sur tout en disant trop dur, etc. Voilà. Alors, j'entends dans ta question quand même le mot imposer des règles. Et imposer, par essence... Non, mais c'est important, parce que merci Sandrine, tu nous permets d'échanger sur des choses très importantes. Le fait d'imposer des règles, par essence, quand j'impose quelque chose, je fais subir à mon enfant. Un enfant à qui
on impose des choses, c'est quelque part on lui dit je n'ai pas confiance en toi, tu n'es pas capable de, tu n'as pas les ressources nécessaires pour. C'est un petit peu ce qu'on est en train de lui dire. Parce que lorsque je ne laisse pas le choix, c'est que je n'ai peut-être pas confiance en ce que mon enfant choisirait, déciderait. Donc, toujours la même chose lorsqu'on dit quelque chose, toujours réfléchir à la compétence qu'on transmet, au message qu'on porte à notre enfant à ce moment-là. Donc, en effet, je pense que ce n'est pas compatible parce que lorsque j'impose quelque chose, je ne laisse pas mon enfant s'exprimer finalement sur ce qu'il souhaite. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on observe les enfants de parents autoritaires, on les retrouve dans des mécanismes tout à fait inappropriés de communication, comme par exemple des luttes de pouvoir, des rébellions, des retraits parfois. C'est-à-dire que, voilà, on a tellement choisi à la place de son enfant, on lui a tellement imposé des règles que quelque part on lui donne cette croyance d'incapacité de décider par lui-même, de choisir par lui-même. Et souvent, certains enfants en tous les cas peuvent se retrouver dans ces croyances. C'est ça, manifester du coup des comportements qui sont liés à ce qu'ils voient. Absolument, à ce qu'on leur transmet, et puis une croyance d'incapacité de résoudre par lui-même, de choisir par lui-même, donc un retrait. On retrouve souvent des retraits, des luttes de pouvoir, des rébellions, etc. Il y a tout un tas de mécanismes qui traduisent justement ce manque de confiance dans la communication. Alors, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, de cas pratiques concrets que vous avez vécu dans la journée, dans les journées qui sont passées, parce qu'on en a toujours, tous les jours. Alors, on voit bien qu'une bonne communication, ça peut aider à plein de choses. Alors, le pire, c'est que parfois, on a beau communiquer, mais il y a quand même des disputes qui peuvent arriver. Et le plus compliqué, c'est finalement de communiquer dans ces disputes-là. Bien sûr. On ne trouve plus les mots, on emmène des mots qui nous dépassent, on est dans un état pas possible. Absolument. On voit bien, évidemment, avec les disputes de couple aussi, mais pour les enfants, c'est encore plus compliqué. Ouais, de trouver les bons mots, justement, la bonne communication dans ces moments où il y a trop plein, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors déjà, les disputes, comme tu le dis, très bien, on en a tous. On a beau être un ponte en éducation positive, en communication, on a tous des disputes. En fait, ce que j'ai envie de conseiller là, c'est que une dispute, en général, est générée par un sentiment, une émotion particulière, peut-être de la colère, de l'agacement, etc., etc. Lorsqu'une émotion tape à notre porte, il faut la laisser rentrer. Parce qu'elle a un message à nous apporter. Ça me fait penser au film, tu sais, de Disney, avec les petits bonhommes qui sont la joie, la peine, la peur, etc. C'est exactement ça. Tout à fait. Ce sont des émotions qui sont incarnées par des personnages. Il faut les laisser rentrer. Il faut les laisser rentrer. Elles ont un message à nous dire. Ok. Si je suis en train de me disputer et je sens qu'il y a une espèce de truc dans mon ventre qui se passe, une boule de feu qui est là, le fait de la laisser s'exprimer va me permettre de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. Alors quand je dis la laisser rentrer, la laisser s'exprimer, ce n'est pas la laisser s'exprimer n'importe comment. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de rester dans cette conviction de communication respectueuse. Donc, quand on a les émotions au plafond, le couvercle de la cocotte minute qui saute, bien évidemment, ce n'est pas le moment de régler quoi que ce soit. Donc, j'en parlais dans un précédent live également. Il y a un outil en éducation positive et spécialement en discipline positive, qui est le temps de pause. Donc, comme son nom l'indique, voilà, je souffle. Ok, là, tout de suite, maintenant, je suis trop en colère, je ne peux absolument pas réagir sur le moment. Alors, quelquefois, ça nous échappe. Et ça nous échappe. On verra peut-être, je vous donnerai peut-être un outil plus tard justement pour réparer quand quelque chose nous échappe. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que je prenne un temps de pause pour redescendre et pouvoir derrière récupérer la situation, discuter peut-être avec mes enfants. Ça peut être ouvrir la fenêtre, pousser un grand cri dehors, ça peut être respirer de l'air frais, ça peut être m'exiler dans une autre pièce, prendre une page de bouquin, écouter de la musique, faire de la méditation, manger du chocolat. Ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que ça nous fait du bien, que ça fait redescendre ces fameuses émotions. Alors là, j'ai envie de vous donner un outil en communication non violente, justement, en CNV, qui est un acronyme qui s'appelle OSBD. Donc c'est un acronyme qui aide beaucoup dans la communication à l'autre et spécialement dans les colères, justement, puisque tu parles de disputes.
Alors le O, c'est quoi? C'est l'observation. C'est le O d'observation. L'observation comme si on était un petit peu une caméra sensorielle. Donc ça va être l'observation par les 5 sens. Je constate que tu n'as pas fait tes devoirs. Décidément, les devoirs, ça me poursuit. Donc je constate que tes devoirs ne sont pas faits. On est dans quelque chose de très factuel, n'est-ce pas? On constate avec nos yeux, le cahier est vide, c'est factuel. Ensuite, il y a le S de OSBD qui est le sentiment. Donc on va parler de mes sentiments à moi de parent. Je me sens agacée, je me sens en colère de voir que tes devoirs ne sont pas faits. Ok? Donc là, qu'est-ce que je fais en réalité? C'est que d'abord, je nomme mes émotions. C'est quand même un sacré modèle. Voilà, je les identifie, je les formule, je les transmets. Donc c'est une super vertu, je pense. Et ça nous aide, nous aussi, d'identifier nos émotions et de les nommer. Ça nous aide aussi dans ce processus de désamorçage de colère, de cette dispute. Ok? Donc, je vais exprimer ce sentiment. Le B, c'est le besoin. OSBD, le besoin dans le processus, qui va être en fait, de la même manière que je vais identifier le sentiment, l'émotion qui est en moi, je vais essayer d'identifier mon besoin. Pourquoi finalement est-ce que je me sens en colère que les devoirs de mon enfant ne soient pas faits? Eh bien peut-être que j'ai besoin, j'en sais rien, de sérénité. Peut-être que pour moi, le fait que mon enfant fasse ses devoirs, ne fasse pas ses devoirs, c'est très anxiogène. Pourquoi c'est très anxiogène? Peut-être que j'ai besoin de sérénité. C'est génial parce que ça permet de se remettre aussi en question. Et parfois aussi, et même souvent, on a tendance à reproduire des schémas que nous-mêmes on avait vécus, et à les oublier aussi d'ailleurs, parce que ces histoires de devoirs, on va pas faire une séance de psy, mais ces séances de devoirs, par exemple, on a tous connu est-ce que tu as fait tes devoirs, nanana, et on peut pas s'empêcher quand on est parent de les reproduire pour nos enfants. Oui, parce que ça génère chez nous quelque chose de profond et d'important. Donc, c'est justement ce à quoi sert ce processus d'OSBD, qui est d'identifier ce que ça génère chez nous et de transformer cette émotion en besoin. Donc, j'ai besoin, par exemple, de sérénité. Ok? Donc, j'ai identifié ça, je le formule. Et la dernière lettre de cet acronyme, qui est le D, c'est la demande. Donc là, je rentre en interaction avec l'autre à ce moment-là, et je lui demande quelque chose, je lui demande son aide peut-être. Donc je vais peut-être demander à mon enfant, est-ce que si par exemple il est en train de faire un jeu et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait ses devoirs, et qu'il est plutôt préoccupé à faire son jeu plutôt que faire ses devoirs, eh bien je vais lui dire, est-ce que tu serais d'accord de faire tes devoirs une fois que tu auras terminé ton jeu? Ça paraît difficile parce que l'enfant risque de dire non. Donc, alors, c'est très intéressant. Merci Sandrine. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que là, j'entends le psy d'ici qui est non. Mais oui, voilà. mais en attendant, lorsque cette démarche, et ça me permet quand même de dire quelque chose d'essentiel. Si on veut que ce processus fonctionne, il faut qu'on soit dans une démarche sincère et se poser la question que est-ce que je fais cette démarche pour avoir raison à tout prix, pour je ne sais quoi d'autre encore, ou est-ce que je fais cette démarche pour réellement apaiser les choses et trouver une porte de sortie avec mon enfant? Si la réponse est oui au premier, c'est que ce processus ne peut avoir lieu. Si la réponse est non, et oui au deuxième, c'est-à-dire oui, je veux vraiment désamorcer cette dispute et trouver un terrain d'entente avec mon enfant, alors ça peut avoir lieu. Mais si c'est sincère, je suis capable d'accepter le non. Et qui dit non à quelque chose, dit oui à autre chose. Et je l'ai dit également. Plusieurs fois, et tu as raison. Voilà. C'est-à-dire, ok, tu dis non, pas de souci. Alors, à quoi est-ce que tu dis oui? Et là, je vais être dans une recherche de solution avec mon enfant pour, de toute façon, accéder à quelque chose. Donc, cet outil qui est observation, sentiment, besoin, demande, va vraiment permettre de rétablir une communication respectueuse. Alors, moi, j'avais donné aussi une petite astuce, mais qui était dans un autre contexte, qui était des petits papiers, finalement, qui permettaient à son enfant de se rassurer quand il se couchait. Donc, je vais redonner la petite astuce. Je mets des petits post-it à ma fille, donc tout autour de son lit, en lui disant que tout va bien, qu'elle est entourée, qu'elle n'a pas à avoir peur, etc. Et par ailleurs, je me disais que ces moyens de communication, parce que c'est un moyen de communication, il n'y a pas que la parole, et souvent les mots, trouver les bons mots, c'est extrêmement compliqué déjà d'adulte à adulte, mais en plus d'adulte à enfant, ça l'est encore plus. Donc il y a un autre moyen d'expression qui est aussi tout simplement de mettre des petits mots
de mettre des petits dessins. On sait tous dessiner une petite tête avec un sourire vers le bas quand on n'est pas content, et d'exprimer finalement le ressenti que nous donne un comportement de son enfant. Si par exemple il refuse non et qu'on est très agacé, on peut très bien lui mettre un petit mot en lui disant, tu vois là, c'est embêtant, lui expliquer, etc. Et en fait, ça peut être un très bon outil. Bien et sûr. plus tard aussi par mail, parce que on change aussi, les enfants ils grandissent énormément. On n'est plus du tout dans la même ère que nous quand on était de jeunes enfants. Et je pense que ça peut être un excellent moyen aussi pour communiquer. On n'est pas obligé toujours de trouver des bons mots. C'est pas facile. Dire, ouais, tout à fait. C'est un outil. Et puis d'ailleurs, l'écriture, ça permet aussi d'accepter peut-être mieux certaines choses qu'on n'est pas capable d'accepter oralement. Et puis ça sous-entend qu'avant ça, tu auras pris ton temps de pause, justement. Oui, et puis aussi, juste de dire qu'on aime nos enfants, quoi. C'est bête, mais voilà. Et ça a toujours un impact beaucoup plus fort chez certains enfants. De recevoir un petit bout en lui disant, tu sais, ça m'a attristé de voir que tu t'es comporté comme ça, mais je t'aime. C'est pas parce que je te le dis, au contraire, si je te le dis, c'est parce que je t'aime. Tout à fait. C'est plus facile à écrire souvent qu'à dire. Donc, oui, ça peut être, absolument. Il y a des parents aider. qui, bien sûr, merci Sandrine, parce que oui, ça peut être un outil. L'idée, c'est encore une fois de trouver ce qui fonctionne, toujours dans un cadre respectueux. Et c'est un super outil, si ça fonctionne avec ta fille, c'est super. Et puis je suis sûre que d'autres parents seront ravis d'essayer. Ça peut marcher. Alors on a aussi, on parlait de respect, on en parle souvent. Ça c'est aussi une notion qui est extrêmement importante et qui est difficile toujours à établir. Alors on a des témoignages de parents, de petits et de grands justement, qui nous disent que ils ont parfois du mal à se faire respecter. Alors ça fait toujours mal au cœur en plus d'avoir ce témoignage de parents qui disent mon fils de 2 ans me tire la langue quand je lui demande quelque chose. C'est très difficile d'abord de garder son calme. Qu'est-ce qu'on peut faire face à un enfant comme ça qui tire la langue Alors un enfant de 2 ans, pour répondre à ce papa ou cette maman d'ailleurs, un enfant de 2 ans qui tire la langue n'est pas en train de manquer de respect. C'est normal qu'on puisse le percevoir de cette manière, mais ce n'est pas nous défier. Il n'est pas en train de nous défier. Il est simplement en train de faire son apprentissage de la vie, des codes, du cadre, de la distinction entre le bien et le mal. Et c'est ces fameuses limites dont on parle, on entend souvent dire les enfants sont là pour tester nos limites. Alors à 2 ans, c'est peut-être un test de se frotter à ces limites-là, mais c'est un test, c'est un outil en fait. C'est un outil pour lui permettre d'accéder à cet apprentissage de distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc., etc. Donc ce n'est pas un défi. Maintenant, si je ne veux pas laisser passer ça, parce qu'il faut quand même qu'il apprenne qu'on ne tire pas la langue, que ce n'est pas respectueux, etc. Donc, si mon objectif c'est de lui enseigner ça, d'abord, comme je le dis à chaque fois, en être le garant. C'est-à-dire que si pour moi tirer la langue c'est impoli, alors je vais être garant je vais être modèle de la politesse. Donc si on la ne politesse, tire pas la langue. Donc on ne tire pas la langue. Ça peut être tout, à travers le langage, un langage poli. Ça peut être tenir la porte à quelqu'un lorsque je passe la porte de l'immeuble. Ça peut être, etc., etc., etc. Donc toujours dans le respect et la politesse, puisque c'est ce que je souhaite transmettre à mon enfant et qu'encore une fois, je suis là pour lui enseigner. Et j'ai envie de rajouter à cela qu'un enfant de 2 ans n'a pas encore les compétences nécessaires en réalité pour apprendre à respecter, comme moi je l'entends en tant qu'adulte, l'autre. Il n'en a pas encore les compétences. Il est en maturation, si je puis dire, dans cet apprentissage. Donc l'idée c'est de lui apprendre et de lui dire peut-être sur le moment, effectivement à 2 ans on comprend très bien les choses. Tu ne peux pas me tirer la langue lorsque je te demande de faire quelque chose parce que ça n'est pas poli. Comment, et là faire une recherche de solution, alors à son niveau bien sûr, comment est-ce que tu peux faire? Tu as le droit de refuser de faire quelque chose. Comment est-ce que tu peux faire? Mais je rigole parce que j'imagine en fait, des fois on devrait se lâcher un peu plus quand on est parent, lui dire tu sais quoi, si tu tires la langue, je tire la langue à tous tes petits copains à l'école. Et c'est la honte, la menace suprême, et c'est la honte pour toi. Alors là, alors évidemment, nous sommes à ce moment-là, tu prends. Alors non seulement, mais surtout tu prends la responsabilité. C'est juste le réflexe d'une maman là qui peut être ouais, mais bien sûr au bout du rouleau, et ça nous arrive à tous. Après, tu peux le faire, mais il faut 10 ans.
Ah, ça y est, on est revenu. Oui, on est là. On est là. Donc oui, non, ne pétez pas les plombs, les parents, c'est ce qu'on disait, même si on en a très très envie. Donc, ou alors vous tirez la langue, mais quand vous êtes tous... C'est ça, face à votre miroir, en vous disant que c'est votre enfant et que ça défoule. Mais en tous les cas, voilà, donc être toujours dans cette dynamique d'enseignement pour rediriger l'attention vers quelque chose, réorienter le comportement inapproprié qui était là, en l'occurrence de tirer la langue, vers quelque chose d'approprié. Donc chercher une solution avec notre enfant. Et si mon objectif c'est de l'amener à faire ce que j'ai envie qu'il fasse, parce que c'est ce que j'entendais dans ta question, dans la question de ce parent, eh bien, je vais essayer de voir si c'est négociable ou si ça ne l'est pas. C'est un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure d'ailleurs, Sandrine. Il y a effectivement ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Si c'est négociable, alors je vais voir avec mon enfant à quel moment est-ce qu'il pourra faire ce que je lui demande de faire. Prenons l'exemple de venir se brosser les dents par exemple. Donc, si mon enfant de 2 ans me tire la langue parce qu'il n'a pas envie de faire ce que je lui ai demandé, parce que peut-être il est occupé dans autre chose, par exemple, eh bien je peux lui dire, ok, alors ça te va si tu termines ta partie, ou ton puzzle, ou je ne sais quoi d'autre, et puis ensuite on ira se brosser les dents. D'accord. Donc là, je m'assouplis un petit peu, et je m'adapte aux besoins de mon enfant. Et si ce n'est pas négociable, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, eh ben, je vais expliquer à mon enfant que ça n'est pas négociable. Et avec fermeté et bienveillance, qui sont les 2 piliers de la discipline positive, simultanément. Donc, sans s'énerver. Sans s'énerver, donc dans le respect, dans la communication respectueuse. Donc là, je suis bienveillant, je vais le faire avec respect, sur un ton respectueux. Et en même temps, je vais être ferme, c'est-à-dire que là maintenant, j'ai besoin qu'il fasse ça, parce que c'est maintenant et que ça ne peut pas être plus tard. Et c'est pour son bien-être. Et ça, je n'y déroge pas. Comme ça, voilà. On fera une vidéo je pense qu'on fera une vidéo spéciale message des enfants. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, parfois c'est comme ça. Alors Marie-Laure nous dit mon fils fait des cambriolages dans ma maison. Je pense que ce qu'elle veut dire c'est qu'il prend effectivement tout ce qu'il trouve et il les jette par terre. Elle ne sait plus quoi faire. Alors évidemment le fait d'avoir un peu de violence comme ça et de jeter tout par terre, c'est l'expression d'un sentiment. Alors, Sandrine, tu commences à apprendre. Ça commence à être philosophe. Alors, c'est plus que de la philosophie, c'est carrément une vraie démarche. C'est vraiment des outils. Alors, je ne sais pas quel âge a cet enfant. C'est pas précisé. Après, si c'est un jeune enfant, il est peut-être dans ce même cas que ce parent qui parlait de son enfant qui tire la langue. Peut-être qu'il est en train effectivement d'explorer le cadre, d'expérimenter les limites, le cadre pour faire son propre apprentissage de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est un peu comme, vous savez, le bébé qu'on met sur la table allongée, sur laquelle il y a le liniment, la petite bouteille d'eau, la couche, le truc, le machin, et puis qui fout tout par terre pendant qu'il est allongé. C'est ça, il va avoir 2 ans. Il va avoir 2 ans. Donc on est en plein dans cette exploration, dans cette expérimentation pour faire son apprentissage de bien et de mal. Comme ce fameux bébé qui fout tout par terre, mais en fait il n'est pas en train de nous dire j'en ai rien à faire de ce que tu es en train de me raconter. C'est juste qu'il veut voir peut-être que qu'est-ce que ça fait lorsque je fais tomber un objet. Est-ce qu'il disparaît? Est-ce que je maîtrise la situation? Est-ce que je la maîtrise pas? Est-ce qu'il disparaît ou est-ce qu'il réapparaît? Est-ce qu'il tombe, il s'arrête à un endroit ou est-ce qu'on le voit plus jamais? Voilà, c'est une expérimentation. Donc son enfant qui va avoir 2 ans, il est probablement en train d'expérimenter les choses. Donc cette distinction entre le bien et le mal. Donc là, ça va être à moi, en tant que parent, mon rôle, c'est de lui enseigner, encore une fois, que on ne met pas tout par terre, que si on souhaite, on pose finalement cette fameuse limite dont il a besoin pour savoir que ça ne se fait pas. Et toujours dans cet équilibre de fermeté et bienveillance. Sinon, Marie-Laure, il faut mettre tout par terre. Voilà c'est une solution, c'est de vivre par terre juste un petit temps, quoi. Bon, c'est moins drôle, moins sympa. Jusqu'à ses 8-9 ans, vous comptez. Marie-Laure, alors, quand les enfants grandissent, quand ils sont petits et qu'ils tirent la langue, à la limite, ça peut être très drôle. Puis en plus, souvent, ça fait rire l'entourage, moins les parents. Malheureusement, quand les enfants grandissent et quand ils arrivent à un certain âge, pré-ado notamment, ils peuvent parfois avoir vraiment des paroles, manque de respect vis-à-vis de leurs parents. Alors là aussi, comment on peut faire pour se faire respecter du coup avec un pré-ado? Alors, le respect ne se construit pas en un jour, de la même manière que Paris ne s'est pas construite en un jour. Le respect, c'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Donc, il n'y a pas de coup de baguette magique. En revanche, il y a effectivement des outils éducatifs.
Alors, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, incarner ce respect, être le modèle, le garant de ce respect, c'est déjà une première étape. C'est-à-dire à travers tout ce qu'on a vu, l'écoute et la parole, la reformulation, la bienveillance. Voilà, tout ce qui va nous permettre vraiment d'être ce garant-là, parce que même un préadolescent continue, mine de rien, à apprendre de notre Bien parent. sûr. À apprendre de son parent. Donc, on n'est jamais en fin d'apprentissage. D'ailleurs, même adulte, vous vous apercevez vous-même, enfin, en tous les cas, moi, je m'en aperçois, j'apprends tous les jours. J'apprends des autres, j'apprends encore de mes parents, j'apprends de mes enfants, j'apprends tout le temps, j'apprends toujours. Donc, un préadolescent, il ne faut pas se dire que ça y est, c'est fini, son éducation est terminée, c'est plié. Bien sûr. Du moment où il vit encore sous notre toit, on est en train de lui enseigner encore quelque chose. Ça, c'est la première chose. Donc cet équilibre entre fermeté et bienveillance, simultané toujours, c'est-à-dire encore une fois, je respecte mon monde et à la fois je respecte le sien. Donc c'est très important, c'est un vrai outil. La recherche de solutions, qui est un autre outil en discipline positive, qui va être, ok, là, mon enfant, là tu es en train de me manquer de respect, tu te moques de moi. Alors, tu es en train de me manquer de respect, vous voyez, moi-même, je m'éloigne de l'OSBD. Parce que là, on est dans le haut de l'observation, on peut le mettre en place, cet OSBD, justement, dans ce cas précis. Un enfant qui se moque de moi, qui est en train de m'irriter quelque part, on peut mettre en place le processus. Je constate que tu es en train de te moquer de moi, donc sans interpréter quoi que ce soit. Peut-être que tu me tires la langue, peut-être que tu m'as dit ceci, j'ai entendu cela, etc. Et continuer dans le processus pour effectivement mettre le doigt sur le sentiment que j'ai. Donc, encore une fois, ne pas le faire se sentir jugé, mais plutôt parler de moi et de ce que ça génère chez moi. Et ça risque de générer une empathie, une certaine empathie finalement, même chez l'enfant, même chez le préado qui est en train de se moquer de moi. La lecture du besoin caché, c'est aussi un outil essentiel. C'est-à-dire que mon enfant qui est en train de se moquer de moi, qu'est-ce qu'il est en train de m'envoyer comme message? Donc là, on met le décodeur et on essaye de creuser, de voir qu'est-ce qu'il est en train de m'exprimer comme besoin. Est-ce qu'il a besoin de pouvoir? Est-ce qu'il a un besoin de revanche? Est-ce qu'il a un besoin, je sais pas moi, d'appartenance, d'attention, d'accaparer l'attention? Il y a forcément, systématiquement, derrière un comportement inapproprié, un besoin caché. Du moment où je vais aller explorer ce besoin, je vais l'identifier, je vais pouvoir mettre en place des choses qui vont pouvoir satisfaire ce besoin de façon à désamorcer totalement ce comportement inapproprié. Et là, je suis complètement dans l'enseignement du respect. Et j'ai de fortes chances de le rétablir à terme. Et surtout être patient, puisque c'est du long terme. Oui, c'est du long terme. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de réactions là, de parents. Il y a notamment, et c'est vrai aussi, des enfants de parents séparés, où l'enfant, du coup, s'oppose à la maman ou au papa quand il revient, etc. C'est difficile de communiquer dans ces cas-là. Est-ce que tu as peut-être une petite astuce? Toujours, évidemment, prendre du recul. C'est-à-dire qu'en fait, la méthode s'adapte finalement pour tous les enfants confondus, c'est de prendre du recul, ce que tu disais, voilà, et identifier le besoin, rester ferme quand il le faut, ne pas s'emporter, et bienveillant, voilà, ne pas s'emporter, essayer du coup de décrypter pourquoi il a cette attitude. Absolument. Et ce décryptage va être la clé, vraiment. Va être la clé parce qu'on ne peut pas empêcher ces comportements. Néanmoins, on peut identifier le besoin qui est caché derrière et tenter de plus en plus de les désamorcer. Encore une fois, c'est un travail à long terme. Bien sûr, et un enfant qui s'oppose, ça fait partie de la construction aussi de son être. Absolument. Il ne faut pas non plus dramatiser, même si je sais combien c'est compliqué, mais il ne faut pas dramatiser non plus parce que ça passe. Si on donne son enfant les bonnes armes, justement, bienveillantes, fermeté, respect, etc., il n'y a pas de raison, ça passe. Absolument, et ça fait partie de sa construction. Mais en tous les cas, un besoin, de la même manière qu'une émotion qui tape à la porte, il faut la laisser rentrer, un besoin qui n'est pas exprimé peut rester un besoin insatisfait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce besoin, de vraiment identifier les besoins de mon enfant, de façon, et d'ailleurs mes propres besoins en tant que parent aussi, de façon à les nourrir, à les respecter, à les nourrir
et les satisfaire pour qu'effectivement ils puissent enfin disparaître. Et si son enfant effectivement n'arrive pas à s'exprimer calmement, je vois Mélanie qui me dit ça, c'est vrai qu'il y a des enfants du coup, qui s'emportent, qui pleurent de rage parce qu'ils ont l'impression voilà, qu'ils sont complètement incompris, etc. Là aussi, c'est lui dire, écoute, tu te calmes, un petit peu un temps de pause, que tu disais, qu'il aille faire son temps de pause un peu dans sa chambre et qu'il revienne à ce moment-là. Et qu'on reprenne les choses une fois que c'est redescendu, absolument. Mais j'ai toujours envie de poser la question aux parents qui posent ces questions. Est-ce que vous êtes garant de ce que vous souhaitez lui transmettre là? Est-ce que vraiment vous incarnez ce modèle-là? Ouais. Mais je la laisse en suspens. Je la laisse en suspens. Alors, on a d'autres sujets, mais on les abordera, je pense, dans d'autres vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la communication. Donc Ève, un grand merci pour tes interventions. Ça fait du bien de voir Ève. C'est une vraie thérapie, je vous assure. Merci, ça fait du bien de voir Sandrine aussi. Non mais vraiment, et je vous assure que vraiment, en essayant de prendre du recul, la vie elle est dure, elle est compliquée. C'est vrai qu'on est agressé tous les jours par tout ce qu'on voit, les médias, les machins. On rentre, on est crevé, on est fatigué. Il suffit de pas grand chose pour que on s'emporte. Essayons de prendre du recul. Et de laisser place aussi à des espaces de parole. C'est ça. C'est très important parce que souvent, on est embarqué dans le quotidien, dans les routines, ça va vite. On a plusieurs enfants parfois, ça va vite. On a une surcharge de travail, une surcharge émotionnelle, on n'en peut plus. Et au final, on rompt un petit peu cette communication, on la met entre parenthèses. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre des espaces de parole, notamment à travers le temps d'échange en famille, qui est un outil de discipline positive, par exemple. Ça, c'est génial. Voilà, donc c'est vraiment aménager des temps qui seront réguliers. Ça peut être tous les soirs au dîner, échanger sur ok, quel est votre est-ce qu'on peut partager le meilleur moment de la journée et le moins bon moment de la journée, par exemple. Ça donne des indices sur ce qu'a vécu notre enfant. Ça permet un vrai échange, une communication et surtout respecter l'enfant qui n'a pas envie de parler parce que voilà, ça peut être très intrusif et on en reparlera c'est important. Voilà, on reparlera tout ça. Mais voilà. Restez zen, et puis voilà, si vous avez des coups de mou, et puis si vous avez aussi quand même de la gaieté et de l'amour à donner, allez sur la page 0+0 parce que c'est fait pour. Ouais. Voilà, il faut donner plein d'amour, ça permet d'être beaucoup plus zen et serein. Et lisez la discipline positive de Jane Nelson, qui est mon bouquin, ma Bible, et qui permet vraiment d'être outillé. Et on mettra tes petits ateliers aussi pour les Parisiens, parce que t'es pas encore en tournée à travers le monde. Pas encore, non, pas encore. Je ne suis en tournée qu'à Paris pour l'instant. Mais on te mettra des petites dates à Paris pour que les personnes qui veulent vraiment rentrer dans le sujet, avoir des conseils personnels, puissent participer à ces ateliers. À des ateliers par an, oui, tout à fait. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Voilà, la vie est belle. La vie est très belle. Voilà, à bientôt. Au revoir, à bientôt.